bienvenue dans ce deuxième épisode Industrie Connect Alpha City sur la sécurisation des données. Alors, nous avons l'immense plaisir de co-organiser cet événement avec HPE à Genève. Merci à toute l'équipe de HPE qui nous accueille aujourd'hui. Alors, la cybersécurité est un enjeu majeur pour les entreprises. Le tout connecté offre un terrain de jeu gigantesque pour les cyberattaques et toutes les entreprises sont concernées. Alors, des solutions technologiques et bonnes pratiques existent pour se protéger. C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec nos 7 intervenants que je remercie chaleureusement pour le partage d'expériences qu'ils nous offrent aujourd'hui. Et puis pour le petit rappel, cet événement s'inscrit dans le cadre d'un programme intercantonal d'innovation en partenariat avec l'OPI, Innovo, Platine et Alliance et se poursuivra avec un projet pilote de groupe de travail collaboratif destiné aux PME avec l'objectif de mettre en place des solutions concrètes à travers des ateliers. Nous accueillons Olivier Spielmann, VP Managed Security Services EMEA pour Kudelski Security, et Benoît Gérard, directeur IoT Security Evaluations Laboratory pour la division IoT du groupe Kudelski. Alors, cette période de Covid n'a pas épargné la sécurité informatique, bien au contraire. On enregistre une augmentation des cyberattaques. Vous allez nous présenter les tendances, les cyber-risques en période de Covid, ainsi que vos recommandations pour les contrôler. Messieurs, c'est à vous. Oui, bonjour, merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui. Parfait, donc je vais partager aussi mon écran. Donc, on a prévu une présentation en 3 parties. D'abord, je vais vous présenter rapidement le groupe Kudelski et comment est-ce qu'il a vécu la transformation numérique et notamment certaines perturbations. Après, on va parler de la sécurité pour les industries qui créent des produits et également aussi les erreurs que ces sociétés font parfois. Et puis, finalement, la sécurité de l'infrastructure IT avec comment créer cette confiance dans cette nouvelle ère cybernétique. Voilà, donc d'abord, vous connaissez peut-être le groupe Kudelski par ses enregistreurs qui ont débuté en 1951. Le nom Nagra veut dire « il enregistre ». Et donc, il y a eu une première perturbation avec l'arrivée, bien sûr, du monde numérique, des enregistreurs DAT, autres enregistreurs multipistes. Donc, il a fallu se réinventer. On a bien sûr passé sur des modèles numériques. Mais il y a aussi une chose qui a en fait été clé pour nous, c'est qu'on a eu une demande des services secrets de protéger les données, de protéger l'enregistrement. Et donc, on a développé des solutions de scrambling, c'est-à-dire de brouillage des données sur les pistes pour les services secrets. Et c'est ça, en fait, qui nous a permis de rebondir sur de nouveaux secteurs, et notamment la télévision numérique et la télévision d'abord analogique, où on a repris, en fait, ces solutions de brouillage pour sécuriser d'autres types de contenus. Alors, la télévision numérique a aussi subi des perturbations. La première, c'était le piratage. On a été sous attaque et on est toujours potentiellement sous attaque parce qu'il y a un gros intérêt économique. Et puis, on a eu d'autres perturbations plus récentes avec l'arrivée du streaming. On pense bien sûr à Netflix, YouTube et d'autres qui ont un peu mis à mal notre business. Donc, on a dû se réinventer. Et donc, une des innovations était de transformer l'entreprise aussi avec tout ce qui est accès physique. Avant, on faisait de l'accès, la protection d'accès du contenu. Ici, on fait la protection de l'accès au stade, au parking et aux stations de ski. Et puis après, une autre transformation avec la protection des infrastructures pour cyber des entreprises, avec Kudelski Security, et avec plus récemment l'IoT et la protection des produits que ces entreprises fabriquent. Voilà, donc personnellement, je m'occupe d'un laboratoire qui fait des évaluations de sécurité des produits IoT et c'est justement un peu un retour de notre expérience que je vous propose aujourd'hui. Ce laboratoire donc fait des évaluations pour identifier des problèmes de sécurité, aider les équipes de développement à corriger ça et donc à avoir un niveau de sécurité adéquat selon l'usage, l'utilisation, le marché produit pour un produit.
Ça sert également à gérer le cycle de vie de la sécurité et donc de maintenir la sécurité à travers le temps. Parce que lorsqu'on teste la sécurité à un moment donné, les menaces évoluent à travers le temps et donc il faut garantir qu'on puisse s'adapter. Aujourd'hui, donc, on fait des attaques un peu comme des hackers, on va dire, au niveau logiciel, des attaques réseau, des attaques locales où on va démonter l'appareil, extraire des contenus de l'appareil pour voir si ça permet une attaque. Et puis, on fait aussi des attaques sur le hardware, c'est-à-dire le semi-conducteur, jusqu'à des modifications internes du semi-conducteur qui nous permettent en fait de tenter de désactiver des protections pour voir si un hacker pourrait le faire en fait. Aujourd'hui, on sert donc principalement l'industrie du semi-conducteur et puis plein d'industries IoT. On pense bien sûr au secteur médical, au secteur de l'aviation, voitures connectées, l'énergie, beaucoup de demandes par rapport aux smart meters et ce genre de choses. On a des demandes de l'armée, des demandes aussi du secteur public, des appareils que vous utilisez tous les jours. Et puis, bien sûr, principalement l'industrie avec leur infrastructure et leurs produits. Tout récemment, vous avez peut-être vu dans la presse que le laboratoire a été autorisé par Amazon pour tester la sécurité, l'implémentation de la sécurité pour Alexa. C'est donc un exemple pour le secteur, on va dire, grand public. On développe de plus en plus de partenariats. Il y en aura d'autres qui vont arriver prochainement. Donc voilà, on va arriver dans le vif du sujet maintenant. Donc les erreurs de sécurité que l'on a observées et comment les tester. Alors c'est 5 grandes classes, il y en a peut-être d'autres bien sûr, mais c'est vraiment, disons, on va dire la base pour avoir une sécurité des produits de l'IoT. Donc le premier piège, c'est de faire confiance aux capteurs et à leurs données, c'est-à-dire que les capteurs collectent des informations analogiques, ça peut être la température, ça peut être différents types de signaux qui sont après envoyés par exemple sur un cloud. Ces données peuvent être falsifiées si elles ne sont pas protégées à la source, lorsqu'elles sont transportées et lorsqu'elles sont enregistrées après. Un exemple, c'est Tesla par exemple, qui se fie pour leur voiture, par exemple, sur qu'une seule source de données. L'exemple ici, c'était l'autopilote est lié à une caméra qui va filmer les lignes blanches sur le sol. Et donc, des hackers ont eu la bonne idée de mettre des scotch blancs sur le sol, ce qui a fait dévier la voiture. Une autre possibilité, c'est de se fier aux coordonnées GPS. Et là également, il y aurait la possibilité de faire un faux signal GPS qui fera aussi dérouter la voiture. Donc, la recommandation ici, elle est de ne pas se fier aux données si elles ne sont pas protégées, ou alors de corréler différentes sources d'informations. Différentes sources d'informations, par exemple, pour l'exemple du GPS, corréler le GPS et un accéléromètre, ce qui fait que si tout d'un coup le GPS saute d'une position à une autre, alors que l'accéléromètre vous dit que vous n'avez pas accéléré, il y a donc quelque chose une anomalie, et donc vous pouvez la détecter et pas prendre des mauvaises décisions. Un autre exemple, je n'ai pas pu mettre de photo puisqu'il s'agit d'un appareil que nous avons testé. Je ne suis pas au courant si ça a été corrigé dans le terrain. Il s'agit d'un appareil médical qui en fait prend des données du patient et les envoie sur un cloud. C'est des données de monitoring. Ça permet en fait de réduire les coûts de la santé et de garder un contrôle du patient tout en le renvoyant à la maison sans le garder à l'hôpital. Donc les données transitent à travers le réseau 4G. L'assumption est faite que le réseau 4G est suffisamment sécurisé. Donc, notre démonstration a été en fait, downgrader le réseau 4G en 2G, c'est-à-dire qu'on a forcé l'appareil à communiquer en 2G. Il y a des vulnérabilités 2G qui nous permettent de récupérer l'information. On a émulé InfoCloud et donc on a réussi à obtenir ces informations de l'appareil de monitoring du patient. Ce sont des informations qui sont anonymes. Donc, on va dire que l'impact est relativement faible. Par contre, imaginons que j'arrive à modifier ces données, puisque je comprends leur structure, et que je les renvoie sur le vrai cloud. Ça veut dire que le médecin, le docteur qui va analyser ces données, prendra des décisions erronées si les données ont été modifiées. Donc là, la recommandation, c'est de protéger les données de bout en bout par du chiffrage, notamment, et des solutions type Root of Trust.
Une des erreurs, alors évidemment que je m'occupe d'un laboratoire où on teste des produits, donc je ne peux pas m'empêcher de vous dire qu'il faut tester les produits. En fait, la raison, c'est que souvent, pour des raisons de profitabilité ou de rapidité de déploiement des solutions, les tests sont faits un peu à la va-vite. Et puis, on parlait tout à l'heure de la gestion du cycle de vie. On doit s'assurer de la longévité des produits. Donc, il est important d'évaluer les systèmes. On évalue selon un scope, c'est-à-dire selon une cible d'évaluation, ou alors on évalue selon les risques. C'est ça qui est le plus souvent demandé chez nous. On fait également des benchmarks pour les entreprises, c'est-à-dire des comparatifs du niveau de sécurité pour pouvoir permettre un choix à viser des produits qui sont critiques. Donc là, il y a un exemple de Mirai, qui est un botnet qui infecte des appareils qui n'ont pas forcément été bien testés, dans la sécurité assez basse. On détecte encore des versions de Mirai aujourd'hui assez fréquemment. Encore un nouveau piège. En fait, on a énormément de systèmes qui ont des puces, qui ont des mécanismes de sécurité qui sont tout à fait bons, mais qui ne sont pas activés. Donc, l'exemple de cette ampoule, voilà, la sécurité n'est pas activée. Donc, on peut récupérer le mot de passe Wi-Fi, par exemple, de l'appareil, ce qui permettrait donc si vous avez ça dans votre bureau, vous la dévissez, vous pouvez obtenir le mot de passe Wi-Fi de votre réseau ou de l'endroit où vous vous trouvez. Donc, ça, c'est spécialement, disons, embêtant pour si vous êtes en entreprise. Une des techniques que nous faisons pour extraire ces informations, c'est ce qu'on appelle le chip-off, c'est-à-dire qu'on va dessouder les semi-conducteurs et on extrait leur contenu. Si le contenu des flashs n'est pas chiffré, n'est pas protégé, les mots de passe sont donc accessibles en clair. Et puis finalement, il faut comprendre les menaces. En fait, parce qu'on ne peut pas tout tester, ça ne sert à rien, ça prendra beaucoup trop de temps. Par contre, il est important de comprendre les menaces. Et puis, les menaces, elles peuvent évoluer avec le temps. Les menaces évoluent en fonction, si vous introduisez par exemple des nouvelles fonctionnalités dans votre système, si vous avez des nouvelles configurations, des nouveaux équipements qui sont introduits. Et puis, il y a évidemment l'évolution des attaques. Et puis, surtout, en fait, l'évolution de la capacité des hackers et l'évolution de leurs objectifs. Selon l'évolution de votre business, les hackers auraient peut-être de nouveaux objectifs et vont vous cibler alors que vous n'étiez pas une cible intéressante par le passé. Donc voilà notre approche en fait de développement de produits qui sont appliqués pour tous les produits développés par le groupe Codelski et une approche basée sur la menace. Donc il y a cette analyse de menace qui est vraiment la première étape pour après définir qu'est-ce qui est nécessaire à protéger. On va développer un prototype, on va le tester. Et s'il y a des erreurs, on va recommencer, les corriger, les retester, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la cible de sécurité soit atteinte. Je passe maintenant la parole à Olivier pour la partie infrastructure. Merci Benoît. Comme vous pouvez voir, ce que Benoît a présenté, c'est vraiment ce qu'on fait. Donc, on a des laboratoires vraiment extrêmement avancés au niveau de la sécurité des équipements, principalement dans l'IoT. De mon côté, je vais vous parler plus de la manière dont on protège nos clients 24 heures sur 24. Donc, je gère le Cyber Fusion Center mondial Codelski Security qui tourne 24 heures sur 24 pour être capable de détecter les menaces pour nos clients le plus vite possible, idéalement les protéger et surtout pouvoir y répondre le mieux possible le cas échéant. Donc, tout d'abord, au niveau Covid-19, juste pour mettre en contexte, c'est quelque chose d'actualité évidemment, le Covid-19 a augmenté clairement l'exposition des sociétés à des attaques pour plusieurs raisons. D'une part, il y a de nouveaux risques liés à tous ces aspects de télétravail, d'utilisation du cloud, de digitalisation qui ont été faits en urgence. Il y a l'augmentation des attaques cyber qui arrivent toujours lorsqu'il y a des crises. Il faut savoir que les organisations criminelles profitent du momentum d'une crise pour être capables d'envoyer plus d'emails qui vont être capables de piéger plus les gens qui sont dans un mode plutôt, on va dire, d'urgence et de stress. Et puis finalement, toutes les entreprises peuvent être touchées. Je pense que c'est important et c'est d'autant plus important durant cette période Covid où les gens ont dû s'adapter très rapidement. Toutes les entreprises sont exposées aujourd'hui aux attaques. Vous voyez sur la droite un graphique de Interpol qui montre finalement comment le Covid a été utilisé par rapport à la cybercriminalité. Donc, on voit qu'il y a eu beaucoup de phishing. Par exemple, 59% de phishing sont liés au Covid.
séjour. Ce qui est important aussi, c'est de connaître les tendances. Donc, l'ENISA, c'est la NSA européenne. Vous avez le lien en bas du transparent. Ils ont émis le landscape de la sécurité pour 2020. Il y a 5 éléments que j'ai mis en évidence dedans. Tout d'abord, la surface d'attaque, elle augmente vu que la transformation digitale commence à connecter vraiment tous les éléments entre eux. Deuxièmement, le fait d'être dans une situation Covid-19 nécessite d'avoir une base cyber plus sûre, de telle sorte à pouvoir travailler et échanger même à distance. Troisièmement, c'est toujours les cybercriminels qui sont les plus actifs dans le cadre des cyberattaques. Donc, on parle des mafias et qui veulent faire beaucoup d'argent rapidement. Ensuite, les ransomware restent une menace qui est vraiment active et qui peut vraiment impacter les entreprises. Je vais vous montrer un exemple plus tard. Et puis, il y a toujours plus de phishing attaques, donc d'attaques qui sont basées sur des emails qui sont envoyés à des utilisateurs, à des êtres humains. Et le maillon faible reste malgré tout l'être humain dans la chaîne de la protection d'une entreprise et de protection d'un environnement privé aussi. Donc, je vous donne 3 exemples d'investigations sur lesquelles on a intervenu avec notre équipe d'Incident Response. Le premier exemple, c'est un ransomware. Donc, un ransomware, c'est une attaque qui va viser à finalement obtenir une rançon à la fin pour le criminel en bloquant les systèmes de la cible. Donc, comment ça s'est passé? C'est que tout a été initié par une mauvaise configuration d'un accès à distance. C'était en fait un administrateur système qui voulait pouvoir travailler le week-end depuis la maison. C'était une petite entreprise qui a été ciblée. Et donc, du coup, il avait ouvert un certain nombre d'accès à distance pour être capable de fournir son service à son client. Cependant, l'impact de ça a été que les pirates ont réussi à rentrer par cet accès à distance. Ils ont réussi à déployer un ransomware. Ils ont bloqué complètement l'accès à toutes les données de la société. Et quand je dis toutes les données, ce qui était un peu problématique, qui était très problématique, c'est qu'ils ont bloqué l'accès aux sauvegardes également. C'est-à-dire que le système de sauvegarde était un système de sauvegarde sur disque dur. Et le système de sauvegarde était connecté au réseau. Et donc, les sauvegardes ont été également prises en otage par l'attaque de type ransomware. Évidemment, l'entreprise ne pouvait plus travailler. Du coup, ils sont rentrés en contact avec nous. On a pu les aider à comprendre ce qui se passait. Donc, investigation, comprendre comment ils sont rentrés, quelle est l'attaque. On a très vite compris qu'on ne pourrait pas restaurer les données très rapidement parce qu'elles ont été encryptées. Il n'y avait pas de faille connue sur le système d'encryption utilisé par les pirates. Vu que la société était 100% bloquée, on leur a recommandé de les accompagner pour négocier avec les criminels le montant de la rançon. C'est quelque chose qu'on n'aime pas faire du tout, parce qu'on n'aime pas financer les organisations criminelles. On ne veut pas le faire par défaut. Cependant, dans la situation à laquelle faisait face cette entreprise, c'était l'unique solution pour éviter la faillite de l'entreprise. Du coup, on a réussi à négocier la rançon, on a réussi à diviser le montant de la rançon par 2 et à s'assurer que le client était protégé et que s'il payait, les données allaient être récupérées. Les enseignements tirés, c'est avoir une protection 24 heures sur 24 extrêmement importante pour se protéger contre les ransomware. Les ransomware sont des éléments qui peuvent se propager très vite et dès que le ransomware a été propagé, il encrypte les données, c'est trop tard. Si on attend 1 jour, 2 jours ou même 10 minutes, des fois c'est trop tard. Protégez vos sauvegardes, assurez-vous qu'elles ne peuvent pas être encryptées également. Et puis aussi sensibiliser les administrateurs au risque de la sécurité. Deuxième exemple d'attaque auquel on a participé pour nos clients, on a participé à la résolution pour nos clients, c'est une attaque de type crypto mining. Donc là, les pirates vont essayer finalement de voler de la puissance de calcul pour générer des bitcoins ou des Monero pour ensuite se faire de l'argent par ce biais-là. Donc là, le point d'entrée, ça a été un email avec un document Word qui va demander à l'utilisateur d'activer les macros pour une raison X ou Y. L'utilisateur va accepter cela. Et donc, du coup, ça commence à infecter un point d'entrée. Ensuite, le pirate va se propager, comme l'a mentionné Yann, dans l'environnement pour obtenir l'accès aux serveurs les plus puissants et puis pour finalement être capable de générer de la monnaie électronique en utilisant l'électricité, les puissances de calcul des serveurs de la société cible. Évidemment, l'impact pour la société est un peu plus faible qu'un ransomware dans le sens où la société peut continuer à travailler. Par contre, il n'est pas sûr qu'à un certain point dans le temps, le pirate ne va pas changer de tactique et quand même mettre un ransomware et encrypter les données. C'est important d'être capable d'adresser ces problèmes-là. Donc à ce niveau-là, notre intervention consiste à investiguer, identifier ce qu'on appelle le patient zéro. C'est un peu comme dans le Covid avec le traçage. C'est-à-dire il faut qu'on comprenne par où ils sont rentrés pour être capable de comprendre complètement l'attaque, pour être capable de l'éradiquer complètement avec le client. Ensuite, nettoyer les systèmes compromis.
Et ensuite, les enseignements tirés, c'est d'avoir une bonne protection des systèmes contre les intrusions, ainsi qu'un point très important, la sensibilisation des utilisateurs, éviter que les utilisateurs ouvrent un document Word, activent les macros d'un email qui viendrait d'une personne qu'ils ne connaissent pas. Troisième exemple, fraude financière, c'est aussi quelque chose qu'on voit régulièrement, d'autant plus maintenant avec les environnements Office 365 qui sont dans le cloud. Comment ça se passe? Un email de phishing qui va être capable de prendre le contrôle finalement sur une boîte de messagerie d'un utilisateur. Donc, l'utilisateur reçoit un email de phishing qui lui dit il faut ton nom d'utilisateur, ton mot de passe, de telle sorte à ce que je puisse, par exemple, réparer ta mailbox. L'utilisateur va entrer ces informations-là, le pirate va les récupérer, prendre le contrôle sur la boîte de messagerie de l'utilisateur. Et ensuite, le pirate va mettre en place une règle de transfert automatique des emails vers une boîte mail à lui. Ça va lui permettre de pouvoir surveiller tous les emails et toutes les interactions email. Et à un moment donné, il va pouvoir décider de s'introduire dans une interaction email. En l'occurrence, dans le cas sur lequel on a travaillé, il s'est introduit dans une transaction bancaire. Il a modifié le compte de destination de la transaction. L'utilisateur n'a rien vu, a effectué la transaction bancaire. L'argent a été versé, mais pas au bon endroit. Du coup, le gain est immédiat pour le pirate et très difficile à réparer pour la société civile. Donc, dans notre intervention, nous avons investigué, nous avons identifié l'utilisateur qui avait été compromis, voir s'il n'y avait pas d'autres utilisateurs qui avaient été compromis, et nous avons essayé de comprendre d'où ça venait, en sachant que c'est toujours très difficile de faire une attribution à la fin d'une attaque pour savoir exactement qui est derrière. Les pirates se cachent vraiment derrière différentes barrières, et donc dans des pays qui n'ont pas forcément de bonnes législations pour se protéger là contre. Donc, même chose, c'est important pour les systèmes qui sont exposés à l'extérieur d'avoir ce qu'on appelle une authentification forte. Donc, il faudrait éviter de devoir s'authentifier uniquement avec un mot de passe, mais quelque chose sur son téléphone ou une carte à biffer ou autre, de telle sorte à ce qu'un mot de passe volé n'implique pas des conséquences de ce type-là, et aussi sensibiliser les utilisateurs pour éviter les attaques de phishing. Donc voilà, les 6 recommandations qu'on donne. Tout d'abord, c'est un état d'esprit, c'est-à-dire que en tant qu'entreprise, vous ne devriez pas vous dire « je ne vais peut-être pas me faire attaquer, je suis bien protégé, etc. » Notre point de vue, c'est de dire les entreprises vont se faire attaquer, c'est certain. Ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Par contre, il faut être prêt à être capable de protéger, de détecter et de pouvoir répondre aux attaques. Et donc, pour faire ça, il faut connaître ses risques, il faut connaître ses assets, il faut connaître ses priorités business. Il faut avoir un programme de sécurité, il faut sensibiliser les employés, ça reste le maillon faible de l'entreprise par rapport aux attaques de sécurité. Avoir un partenaire externe en cas de problème, c'est extrêmement utile. Il faut que vous ayez de la visibilité sur votre écosystème, de sorte à pouvoir détecter et être prêt à répondre aux attaques de sécurité qui pourraient avoir, malgré tout, passé au travers de vos barrières de protection. Voilà très rapidement un overview de ce que nous faisons depuis notre Cyber Fusion Center HESO. Olivier, Benoît, merci beaucoup pour tout ce partage d'expérience. Nous avons le plaisir d'accueillir désormais Jérôme Chanton. Donc, on va dans le côté de l'industrie. Vous êtes CEO de Kugler Bimetal et vous allez nous partager votre expérience du terrain dans le secteur de l'industrie, comme je viens de le dire, les choix du système de sécurité que vous avez choisi, ainsi que l'importance de sensibiliser ses collaborateurs. Jérôme, bienvenue, c'est à vous. Juste peut-être un petit mot d'introduction. Moi, je vais faire vite parce qu'en plus, j'ai la lourde tâche d'être avant le café, donc ça va être rapide. Que vous compreniez en fait d'où je viens. Donc, j'ai fait 15 ans de banque, de la banque privée. Et donc, j'avais une culture avant d'arriver dans l'industrie de la confidentialité, de la sécurité qui était, je pense, un peu plus développée que certains de mes autres collègues. Et donc, quand je suis arrivé, j'ai pas la prétention d'avoir fait un audit, mais on a quand même regardé un petit peu ce qui était fait. Il faut savoir qu'on fait des pièces pour des avions militaires qu'on achètera peut-être un jour en Suisse, c'est pas à moi de juger, dont l'avion américain. Ce qui fait qu'on a des contrats d'exportation de pièces militaires qui sont soumis, comme vous pouvez l'imaginer, à des programmes de sécurité et de confidentialité qui sont assez élevés, sans parler de l'ensemble des données de nos clients. En fait, quand je suis arrivé, on avait pas vraiment de stratégie. Il y avait certaines applications qui étaient dans le cloud.
On travaillait aussi avec un data center qui se trouve pas très loin de chez nous à Vernier, pour ne pas le citer. Et puis, ce qu'on a fait, donc, il y a cela 10 ans, c'est qu'on a préféré, n'étant pas un fan du cloud et n'ayant pas vraiment compris où est-ce que étaient physiquement mes données, ce qu'on a fait, c'est qu'on a investi et on a ramené des serveurs, on a acheté des serveurs. Alors, je ne sais pas si c'est des serveurs HP, il faudrait que j'aille vérifier. Et donc, on a mis des serveurs chez nous physiquement dans une salle ad hoc. On fait des backups physiques aussi avec des bons vieux disques qu'on emmène à gauche, à droite, de manière à être sûr d'avoir des données, si jamais on devait être hacké, qui sont protégées, en tout cas des derniers jours. Alors, je dois vous avouer que nous, on est quand même dans l'industrie, donc on a des time to recovery on peut arriver à produire encore entre 2 et 3 jours. On arrive à se débrouiller, j'en parlerai un petit peu à la suite de mon intervention. Fort de tout ça, donc on était un peu les rois du monde, tout allait bien, rien ne pouvait se passer jusqu'à il y a quelques années. Alors c'était en 2018, je ne sais pas si vous vous rappelez, la norme ISO pour les transferts bancaires a changé, et donc mon patron des finances était en discussion avec l'UBS pour faire des changements via notre ORP pour que les transferts puissent passer directement. Et puis un jour, on a été contacté par le helpdesk UBS, qui connaissait nos noms, qui connaissait nos numéros de contrat, qui connaissait absolument l'ensemble de nos informations, qui a demandé à mon patron des finances de se loguer sur un lien. Mais on a 2 signatures chez Kugler parce que ça me semblait la moindre des choses. Et là, j'ai fait une des plus graves erreurs de ma vie, alors que je suis quand même censé montrer l'exemple. J'avais une séance et j'ai donné mes codes à mon patron des finances, qui a donc pu se connecter sur le site que l'on pensait être le site de l'UBS. Et puis, pour la petite histoire, le soir même, il m'a appelé à la maison, donc le patron des finances, en disant mais il y avait quand même un truc bizarre là-dessus. Donc, on a essayé de bloquer, mais en 1h15, 100 000 € étaient partis, transférés en Angleterre. Et puis, bien évidemment, c'était totalement intraçable. On est, je crois, une vingtaine à Genève parce qu'il y a une plainte du ministère, des services secrets de la Confédération, c'est le SRC, je crois. Donc, les discussions que j'ai eues avec le procureur qui gère l'enquête, c'est la mafia la mafia israélienne qui finance les activités de la guerre avec ce genre de choses. Donc, oui, ça a été dit, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça n'est pas qu'aux banques, et même des PME de 60 employés, on est attaqué. Donc, autant vous dire que ça fait mal, ce d'autant plus que je suis le principal responsable de cette faille. Et c'est pour ça que je vous expliquerai un petit peu comment ensuite on a géré ça, pensant naïvement que de mettre des firewalls et plein de sécurité informatique allait suffire. Donc voilà, donc ça c'est un retour d'expérience pénible, un exercice de contrition assez douloureux. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a perdu 100 000 €. Voilà, ça fait cher l'expérience, mais c'est comme ça qu'on apprend. Donc, autant vous dire la seule point positif de cette expérience, c'est qu'on a communiqué massivement dans l'ensemble de l'entreprise. On a accéléré les formations aussi. Et puis, ce qu'on essaye de faire, alors c'est pas parfait, c'est qu'on essaye de faire un maximum des piqûres de rappel en envoyant des exemples de ce qu'on reçoit, en essayant de vraiment sensibiliser les gens. Et mon père, qui était prof pendant 40 ans, m'a toujours dit qu'enseigner, c'était répéter. Donc, en fait, il ne faut pas croire que même une formation une fois par an de l'ensemble des employés suffit à protéger, parce que les formes d'attaque sont diverses, parce que vous pouvez être à une journée, je ne sais pas, en home office, et puis le petit pleure, et puis vous êtes là-dessus, puis vous envoyez un fichier Word avec un exécutable, et c'est trop tard. Donc, on est en train d'essayer de travailler maintenant sur des notions de micro-formation, d'enseignement rapide, de répéter. Mais c'est encore une fois, on peut investir massivement dans la sécurité informatique, en tout cas par expérience, et je l'avais vu aussi au niveau de la banque, et c'est ce qui a été dit. La chose que, en tout cas, moi, j'ai négligé de manière fautive, c'est de se rendre compte que les gens doivent être formés. Mais former, ça suffit pas, il faut répéter.
Donc, en conclusion, ce qui a déjà été dit, je pense que d'éviter une fraude, c'est illusoire. La question, c'est quelle est la valeur de nos données, comment est-ce que, en cas d'attaque, est-ce qu'on peut fonctionner sans les systèmes informatiques. C'était un peu les questions qu'on avait au sein de l'entreprise. Alors, on parle beaucoup du 4.0, de la numérisation des entreprises. Vu que c'est un retour d'expérience, ce qui est assez intéressant et ce qu'on est en train d'essayer de faire chez Kugler, c'est que oui, on a un ou deux projets sur de l'intelligence artificielle, sur essayer de streamline des processus qui génèrent des données. Mais alors, je vais être un peu le vieux con, encore une fois, de la séance. Mais nous, en fait, on a pris une voie qui est un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on essaye d'appliquer des philosophies lean dans la plupart de nos processus, dans la gestion d'entreprise aussi, ce qui fait que, parce que il n'a pas été évoqué, mais je l'évoque aujourd'hui, et quand on paralyse une entreprise, il suffit de paralyser l'ERP, hein. Il suffit d'aller voir dans certains services clientèle, quand ils n'arrivent pas à vous rembourser une facture, le temps qui est mis pour la corriger. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en parallèle de toujours faire attention sur la technicité de nos infrastructures et la formation des employés, et ben, étonnamment, on essaye de gérer de moins en moins de données et que les choses soient gérées de plus en plus sur le terrain et pas par des flux informatiques, mais par des personnes avec des Kanban ou des choses comme ça. Et j'invite les participants à faire un exercice assez rigolo qu'on a fait il y a quelques mois et qui est assez douloureux, c'est sortez de votre ERP la liste de vos stocks. Prenez la liste, descendez dans vos stocks et vérifiez la concordance entre vos stocks et ce qui est dans l'ERP. Je vous parie une bière que vous aurez des écarts qui seront absolument hallucinants. Et c'est et pour moi, c'était une vraie réflexion. On avait fait il y a 4-5 ans des investissements massifs dans l'ERPisation, dans des logiciels de planification, d'investir massivement dans l'informatique. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que ça devenait compliqué. Alors, ça dépasse un peu le côté sécurisation des données, mais d'un autre côté, comme dirait la police, moi, si j'ai plus de données, j'aurai plus rien à protéger. Alors, il est illusoire de penser qu'on générera plus de données, mais la vraie question qu'on peut se poser, ça a été évoqué au début, c'est est-ce que toutes ces données, elles servent à quelque chose? C'est la première question. Qu'est-ce qu'on en fait? Si on en utilise, je ne sais plus, moins de 10%, là, ce qui a été donné, pourquoi en générer 90% qui ne servent à rien et les stocker? Je ne vois pas le but. Donc voilà, c'est aussi un petit peu le message de ce qu'on est en train de mettre en place chez Kugler, en essayant de couper un maximum de modules de l'ERP, en standardisant aussi l'utilisation du mail, par exemple, où j'ai interdit d'avoir plus de 2 emails de ping-pong en interne dans l'entreprise, parce que c'est insupportable quand vous recevez un email en interne, hein, je parle, où il y a une chaîne de 35 personnes qui sont renvoyées des ping-pong dans l'entreprise. Tout ça, ça prend de la place, à mon avis, pour pas grand-chose. Donc voilà, il y a un côté sécurité, formation des employés, mais aussi une question un peu philosophique à se poser de la part des entreprises. C'est est-ce que tout ce qu'on utilise, et encore une fois, moi je suis un fervent utilisateur de la partie, je sais pas comment l'appeler, mais numérique. On a des programmes encore d'intelligence artificielle sur le contrôle des pièces. Mais je me rends compte que beaucoup de données qu'on gère, elles servent strictement à rien et on les utilisera jamais. On arrive à la troisième et dernière partie de cette Industrie Connect, la table ronde avec l'ensemble des intervenants pour un moment d'échange, toujours autour de la sécurisation des données. Je propose de faire un tour des présentations plus détaillées de nos intervenants. Il y a également des personnes qui nous ont rejoints. Et je commence par Jérôme Chanton. Vous êtes CEO de Kugler Bimetal, une entreprise de métallurgie basée à Genève. Vous êtes spécialisé dans l'alliage de l'acier et du bronze pour réaliser des pièces bimétalliques pour les secteurs de l'aéronautique, l'énergie ou encore des transports. De formation ingénieur EPFL en sciences des matériaux. Vous avez travaillé 12 ans dans le milieu bancaire avant de rejoindre Kugler Bimetal en 2007. Vous observez que la culture de la confidentialité dans les entreprises est de plus en plus compliquée à faire comprendre dans un monde où tout se partage sur le net et les réseaux sociaux.
Yann Alandi, vous avez rejoint HPE en 2001. Vous êtes spécialisé dans l'architecture des bases de données avec un accent fort sur les aspects de disponibilité, de performance et de sécurité. Vous avez un profil technique. Linux n'a plus de secret pour vous. Vous avez d'ailleurs dirigé plusieurs projets open source pour des bases de données comme Jerry et RSFO. Vous soutenez les dires de votre CIO, Anthony Neri, le cloud n'est pas une destination, mais une expérience. HPE s'applique à fournir un service efficace, répondant aux besoins des PME en s'associant avec des partenaires de confiance. Camille Guédon, dans le secteur de l'informatique depuis de nombreuses années, vous avez rejoint le Customer Innovation Center HPE il y a 7 ans. Spécialisé dans des solutions de stockage, vous testez quotidiennement le data center et développez avec les clients des solutions sur mesure, toujours plus sécurisées. Vous prévenez que l'important n'est pas de savoir quand interviendra l'attaque, mais comment se relever rapidement de l'attaque. Galina Todorova, vous organisez des démonstrations pour vos clients et partenaires pour une meilleure compréhension de vos solutions technologiques par l'expérience et l'application concrète. Vous expliquez que seulement 6% de la valeur des données extraites sont exploitées et vous souhaitez aider les entreprises à libérer le potentiel des données. Benoît Gérard, vous êtes directeur du IoT Security Evaluations Laboratory pour la division IoT du groupe Kudelski, où vous effectuez des évaluations de sécurité, des solutions IoT et circuits intégrés, ainsi que des travaux de recherche pour démontrer le potentiel des nouveaux types d'attaques. Ingénieur HES en télécommunications, vous gérez également une équipe spécialisée dans les investigations numériques. Vous encouragez les PME à passer à l'action en termes de sécurisation des systèmes informatiques. Malgré les réductions de budget liées à la crise que nous sommes tous en train de vivre, les risques restent énormes. Enfin, Olivier Spielmann, vous êtes vice-président Managed Security Services EMEA pour Kudelski Security. Diplômé de l'EPFL en ingénieur des systèmes de communication, vous bénéficiez d'une solide expérience en matière de protection des infrastructures IT et de prévention des attaques des infrastructures connectées. Et puis, nous avons également Éric Dominois, que nous avons entendu tout à l'heure. Vous êtes solution architecte chez HPE à Genève. Alors, je vous propose de commencer cette table ronde avec la première question qui avait été proposée par CyberSafe. Est-ce que Christophe peut prendre la parole et donc poser la première question à l'ensemble des intervenants ? Oui, avec plaisir. Ben voilà, moi, ma première question, elle aurait été plutôt en fait spécifique à Monsieur Jérôme Chanton, que voilà, je profite une nouvelle fois de remercier pour son témoignage. On a eu une idée finalement du coût potentiel d'une attaque ou de l'ingénierie sociale, finalement en l'occurrence, de plus de 100 000 euros. Moi, j'avais envie de savoir à peu près combien ça vous avait coûté, qu'est-ce que vous aviez investi par la suite pour essayer de faire que cette situation finalement ne se reproduise pas, pour essayer de mettre en balance les coûts potentiels d'une attaque finalement et puis les coûts pour se prémunir d'une telle attaque. Alors d'abord, comme je suis le principal responsable de cette faille, j'aurais dû me licencier. Ça aurait été gratuit. Non, plus sérieusement, je pense que après, je peux pas vous donner de chiffres parce que j'ai absolument aucune idée. On a une société externe qui s'occupe de la partie hardware chez nous. Donc, je sais qu'en l'occurrence, c'était pas la problématique vu que c'est nous qui avons ouvert les portes aux hackers. Mais en tout cas, ce que ça nous a coûté, clairement, au-delà des 100 000 euros, on a investi dans la formation. Donc, c'était quelques milliers de francs. Je voulais aussi faire une tentative. Il y a des sociétés qui offrent ça, des tentatives de hacking, plus, je dirais, humaines et sociales que techniques. On l'a pas fait parce que est arrivé plusieurs choses on avait malheureusement d'autres priorités. Mais si vous voulez, le bottom line de ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, c'est que si on avait fait les choses correctement, qu'on avait formé les gens, et pourtant, Dieu sait que j'étais formé, mais j'ai été un peu plus attentif à ça, on parle de quelques milliers de francs pour 100 000 euros. Clairement, le rapport, il est négligeable. Au-delà du fait que
même si on avait mis je crois qu'on a racheté des serveurs il y a quelques années, on a des firewalls dans tous les sens, mais pas que des firewalls, on a aussi d'autres outils de sécurité. Là, en l'occurrence, ça n'aurait rien changé. Donc, encore une fois, c'est pour ça que quand on a préparé cette petite conférence, moi, je voulais parler plutôt de la partie humaine parce que en termes d'expérience, c'est ce que ça va coûter. Mais c'est vrai que ce que je disais un petit peu avant, un peu en provoquant, c'est que il est compliqué, et surtout pour la jeune génération, mais les vieux cons comme moi, quand je vois certains autour de moi qui mettent toute leur vie sur Facebook, LinkedIn et tous ces machins. Donc en fait, là, on a aussi un vrai problème culturel qui fait que comment expliquer à certaines personnes que les données doivent être protégées. Je ne parle pas du côté informatique, je parle du côté management. Puis d'un autre côté, tout ce que vous mangez, tout ce que vous faites, où est-ce que vous allez, c'est même pas qu'on vous suit, c'est que vous les mettez de manière volontaire sur une plateforme commune. Donc voilà, ça c'est un sujet, je ne suis pas psychiatre, mais c'est un sujet qui me semble important. Et pour certaines entreprises, je pense qui ont des employés un petit peu plus jeunes, peut-être un peu plus connectés. Moi, j'ai quand même 80% de mes gens, c'est des gens en production, c'est des gens qui pour la plupart, ils n'ont pas d'accès à Internet parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils ont de temps en temps sur les ordinateurs pour sortir des choses. Donc, j'ai pas les mêmes problématiques. Mais je sais pas comment on peut expliquer à des jeunes qui passent leur journée à poster des photos que finalement, ce qu'ils se font dans le cadre de l'entreprise, c'est pas les mêmes règles. Justement, comment est-ce qu'on peut essayer de mettre en place un programme de sensibilisation, j'allais dire motivante et interactive, justement pour attirer ces jeunes? Est-ce qu'il y a des personnes des participants qui ont mis des choses en place dans leur entreprise et qui pourraient partager ou apporter des idées? Alors, il y a eu plusieurs choses de réaliser côté HPE. Avec la force d'une plus grosse entreprise, on peut se permettre d'organiser des choses comme ça. Mais on a, je dirais, 3 points pour sensibiliser les personnes. On va avoir un training, c'est-à-dire une mini-formation qui est obligatoire et qui est régulière, que l'on doit faire jusqu'au bout avec quelques petites questions à la fin. Donc en gros, c'est quelque chose qui dure, je dirais, une demi-heure. C'est très simple. C'est très basique, mais ça rappelle des choses qui sont vraiment essentielles. À la fin, quelques petites questions pour valider ou non la compréhension de ce qui a été dit avant. Donc on a déjà ça, qui est obligatoire pour tous les employés. Donc évidemment, nous, dans l'IT, on va voir des choses qu'on connaît par cœur, mais à la fin, on va entre guillemets signer en disant j'ai compris ce qui s'est passé et je l'ai fait cette année. Ok, c'est pas un truc que j'ai vu il y a 10 ans et que j'ai oublié. Il va y avoir une autre chose qui est faite, c'est une campagne d'hameçonnage. En gros, on va recevoir des mails de temps en temps, sans le savoir, avec des liens, exactement comme une personne en entreprise dirait « Tiens, c'est quoi? Pourquoi il me parle d'une facture impayée? C'est quoi ce truc? Je vais cliquer sur ce lien. » Et bien en fait, ça, c'est notre équipe sécurité qui le fait. C'est vraiment pour aller trouver les personnes. Alors, il n'y a rien de punitif. Hein. C'est vraiment pour aller trouver les personnes qui ne sont pas assez sensibilisées à ça. Et je rejoins Jérôme là-dessus. Quand je vois la capacité des jeunes à cliquer sans même avoir lu ce qu'ils cliquent, il y a vraiment de l'éducation à faire. Okay, donc, on va avoir des campagnes comme ça qui sont régulières. Les personnes ensuite vont être contactées. On a aussi un outil qui permet dans Outlook, alors nous on utilise Outlook, dans Outlook de dire je crois que ce message est suspicieux. C'est ensuite envoyé à l'équipe sécurité qui vont nous répondre ou pas et qui vont prendre des actions ou pas. La troisième chose qu'on a, c'est des quiz. On a quelques petits quiz qui ont été faits par des boîtes de communication qui sont amusants, qui sont très visuels, qui vont essayer de toucher le plus de personnes possible pour continuer cette sensibilisation. Ceux-là ne sont pas obligatoires, mais bon, voilà, on essaie de mettre des petits lots, des petits cadeaux à la fin. On essaie que ce soit un petit peu fun, etc., pour que toucher le maximum de personnes et que tout le monde se sente concerné. Voilà déjà quelques pistes qui peuvent être faites pour la sensibilisation. Merci beaucoup Camille. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent
compléter, ajouter des informations sur l'aspect formation des collaborateurs sur la cybersécurité? Peut-être je peux ajouter quelque chose. Donc, Olivier de Kudelski, je pense que ce qui a été dit est très important. C'est quelque chose. La formation doit être continue. Enfin, les menaces, elles évoluent. Chaque année, les pirates, ils ont des nouvelles techniques. C'est pour ça qu'ils arrivent à réussir, en fait. Donc, je pense qu'il ne faut pas le faire juste une fois, mais il faut s'assurer que ça soit de manière constante. Je pense qu'effectivement, adresser la jeune génération, c'est quelque chose d'important et ça devrait être fait au niveau des écoles à un moment donné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des organismes comme l'ISC2 ou ce genre d'organismes sécuritaires qui essayent de rentrer dans les écoles pour commencer à sensibiliser les jeunes. Après, il y a aussi Netflix qui a des documentaires sur le sujet avec le Social Dilemma, ce genre de choses qui sont aussi super intéressants à regarder et qui choquent les jeunes par rapport à justement toutes ces données qui mettent sur Internet et aussi la vision, du coup, la vision biaisée du monde qu'ils ont aussi d'un point de vue informationnel. Mais je pense que malgré tout, enfin, la sensibilisation est hyper importante, je suis convaincu, mais je pense que malgré tout, on ne peut pas tout miser là-dessus parce que les pirates, ils sont extrêmement malins et un utilisateur qui a fait zéro faute, il peut quand même se faire piéger. Il peut se faire piéger parce qu'il est allé sur le site internet d'un restaurant dans lequel il voulait réserver une table. Et en fait, le pirate avait piraté ce site et infecté l'utilisateur. L'utilisateur, en guillemets, rien fait de faux. Il est juste allé sur un site légitime pour réserver une table et il peut quand même se faire piéger. Donc, on ne peut pas tout miser là-dessus. La protection à 100%, ça n'existe pas. Il faut être capable de réagir à une situation. Et suivant les domaines d'activité dans lesquels sont les entreprises, il faut mettre plus ou moins d'efforts parce que les pirates vont mettre plus ou moins d'efforts à rentrer. Si l'organisation criminelle qui est en face de vous est capable de payer un espion pour venir physiquement, etc., il va falloir mettre des investissements en face au niveau de ce qu'ils sont capables de mettre pour être capable de contrer ça. Donc, je pense que c'est important à ce niveau-là. Merci beaucoup. Jérôme Chanton, décidément, on est au niveau de Kugler. Vous avez évoqué tout à l'heure que vous stockiez vos données sur des serveurs physiques, que vous n'avez pas tout à fait confiance au cloud. Je voulais savoir pourquoi et puis si les autres experts pouvaient aussi apporter des réponses à cette question. Pourquoi c'est simplement un principe de précaution qui est de dire, ça c'est encore le vieux con banquier qui parle, c'est encore de dire, si je sais où sont physiquement mes données, je peux encore les contrôler. Si je sais plus où elles sont, je peux pas les contrôler. Alors après, encore une fois, je pense qu'il y a plein de raisons techniques qui fait qu'on pourrait très bien faire ça différemment. Moi, ça me rassurait de les voir physiquement le matin, là, et puis voilà, puis ça fait du business pour HP, donc tant mieux pour eux. Mais ces données, elles sont stockées quelque part. Est-ce que Yann, par exemple, d'HPE, pourrait nous éclairer sur comment fonctionne le cloud et où est-ce qu'elles sont physiquement, ces données? Que c'est sécurisant, comme l'a dit Jérôme, de dire bon, les données elles sont là dans mon data center, dans la pièce d'à côté, et quelque part j'ai le contrôle de ça. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre data center, et Camille l'a bien démontré, il doit pouvoir être sécurisé par nos propres moyens, par nos propres ressources. Donc ça implique des coûts, ça implique des procédures, ça implique du personnel. Et c'est vrai que la tentation d'aller dans le cloud, c'est de dire je m'affranchis de toute cette gestion de l'infrastructure qui est pesante et qui n'est pas mon corps de métier. Je me dis voilà, je mets dans le cloud et je me dis je délègue la gestion de cette sécurité à quelqu'un d'autre. Alors c'est une vision qui a son charme et qui fait son sens dans certains cas, mais qui implique quand même des choses importantes. La première, c'est des contraintes légales. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous mettez vos données dans le cloud que vous n'êtes pas responsable de ces données. Hein, donc la gestion de la responsabilité elle reste sur vos épaules. Donc vous allez les mettre quelque part, qui est peut-être pas en Suisse, parce que tous les opérateurs de cloud n'ont pas forcément un data center en Suisse. Ça veut dire que ça va partir peut-être en Allemagne, en France, en Angleterre, aux États-Unis ou n'importe où. Et là on a quand même une contrainte légale par rapport à ça. Et la deuxième chose, c'est que c'est un truc qu'il faut vraiment être très clair avec. Les fournisseurs de cloud, ils sont sur un modèle partagé sur la responsabilité. C'est-à-dire qu'eux, ils vont prendre la responsabilité des serveurs qu'ils opèrent,
de la localisation physique des murs du data center et du personnel. En revanche, les données que vous avez posées sur votre serveur, ben, c'est toujours votre responsabilité à vous. C'est toujours à vous de mettre un firewall sur les machines virtuelles sur lesquelles vous opérez. C'est toujours à vous de définir des codes d'accès et tout ça. Donc, quelque part, la frontière devient beaucoup plus nébuleuse. Alors, certes, vous gagnez en souplesse d'utilisation parce qu'il y a une partie d'activité que vous n'avez plus à gérer, mais quand même, la responsabilité, c'est à vous de l'avoir. Alors, nous, ce qu'on fait au sein d'HP, parce que bon, bah, on a fait le choix de procéder comme ça, de ne pas avoir de service de cloud en propre. On fait soit de la vente d'infrastructures qui va être hébergée directement dans vos locaux, ou alors on travaille avec des partenaires suisses, on en a quelques-uns sur la place de Genève par exemple, qui vont faire de l'hébergement pour vous. C'est-à-dire que vous allez dire, bah oui, moi je suis une PME, j'ai pas les moyens d'avoir un expert de sécurité, j'ai pas les moyens d'avoir un système administrateur, j'ai pas les moyens d'avoir un DBA. J'aimerais que cette structure-là, elle soit gérée par vous. Et donc nous, HP, ben, on travaille avec des partenaires depuis très très longtemps, depuis de nombreuses années, qui vont faire l'hébergement et donc qui vont faire une extension de vos locaux sur un site en propre qui va être basé sur le territoire suisse, où les lois suisses vont s'appliquer à 100% et qui va vous garantir la sécurité avec en plus du matériel qui est hautement sécurisé. C'est-à-dire que quand vous allez chez Amazon ou chez Google, ces gens-là, ils prennent des pièces du marché, ils montent leur propre serveur. Hein. Donc on est sur du à minima hein, en termes de sécurité de l'infrastructure. Hein. Donc voilà. Donc c'est comme ça que nous on voit plutôt les choses en fait. On a également une question de Marie qui rejoint aussi celle du cloud. Marie, si vous voulez bien prendre la parole et poser votre question. Unmute. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, oui. Merci. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup pour ces interventions super intéressantes. Donc, moi, ma question, elle est sur la rapidité de la transformation digitale et la prise de conscience des dirigeants de l'ensemble de ces risques. Ils sont en général concentrés sur leur business et ils ont du mal souvent à suivre, ce qui est tout à fait normal, hein, à suivre. Et quand on voit vos interventions de ce matin, on se dit on a déjà beaucoup progressé et il y a encore beaucoup de choses à venir. Est-ce que tout ça, ça ne va pas un peu vite? Première question. Et puis, en fait, je pense comment on peut leur faire prendre conscience à ces dirigeants que parfois ce sont des problèmes stratégiques et que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi des conséquences juridiques dans les choix qu'on fait d'un cloud, d'un prestataire, etc. Et aussi à quel prestataire ou à quel outil on peut faire confiance. Est-ce qu'il y a des outils, des systèmes, des prestataires qui sont certifiés? Est-ce qu'il faudrait augmenter cette certification? Enfin voilà, c'est plus la question de la confiance que je me pose pour des dirigeants qui ne sont pas spécialistes et comment on peut faire pour améliorer cette confiance. Merci. C'est une question à tous, hein, une question à tous. Qui se lance? Bon, moi, je peux commencer si vous voulez. Je vais essayer de faire court. En fait, je pense qu'il y a une vraie problématique, c'est que beaucoup ont des backgrounds de finance, de marketing, et des choses comme ça. Et finalement, le côté technique les intéresse peu. Moi, ça ne m'a jamais vraiment intéressé. C'est pour ça que je n'ai pas fait la science des coms. Mais en fait, c'est parce que mon background de bancaire m'a fait prendre conscience des risques que ça pouvait avoir. Alors, je vous avouerai, et c'est pour ça que j'ai parlé de l'expérience, je ne pensais pas qu'une petite PME en Suisse pouvait intéresser la mafia israélienne. Alors, c'était pour des raisons financières, mais encore une fois, on en fait des pièces militaires donc, pour le F-35. Donc, on pourrait très bien imaginer. D'ailleurs, on a été souvent approché par des entreprises chinoises qui vous proposent des milliards et des milliards de contrats, mais qui veulent bien évidemment visiter l'usine. Donc, autant vous dire qu'ils ne passent pas la porte. Mais je pense que pour répondre à votre question, d'abord, il y a une question peut-être culturelle. C'est vrai que j'ai jamais vu de cours pour les dirigeants responsables, quels qu'ils soient, sur prendre conscience de ce risque.
Voilà. Moi, je connais plein de gens qui, en fait, ils passent leur journée à mettre des trucs sur Internet. Je vous donne un exemple jusqu'où ça va. On a un concurrent dont le responsable des ventes est tellement con que tous les contrats qu'il signe, il met des photos avec l'équipe et donc dans l'usine sur LinkedIn. Donc nous, on sait exactement. Non, mais on n'a même pas besoin de faire de l'espionnage industriel parce qu'il fait des photos en disant voilà, je viens de placer 3 machines chez XY. Donc l'information, elle est donnée. Donc à un moment, je me dis mais est-ce que le patron de cette entreprise, il se rend compte de ce qui est en train de se passer? Je pense qu'il y a un peu d'angélisme en Suisse aussi. Il y avait un article l'autre jour dans la presse qui disait que la Suisse est attaquée parce que on est un pays riche, mais surtout on est un peu à la land. C'est ce que disaient les gens aussi de Kudelski avant. Mais encore une fois, et maintenant les prestataires de confiance, encore une fois, alors la partie technique, c'est les techniciens qui s'en occupent. La partie contractuelle, je pense que la manière dont on le fait, c'est la confiance qu'on peut avoir dans les gens des différentes entreprises qu'on rencontre et puis du sérieux qui alors ça fait un peu amateur, mais je connais pas les normes. Pourtant, on est dans l'aéronautique, donc là, je pourrais vous sortir les normes, mais dans l'informatique, je suis pas du tout au courant des normes. Donc moi, je me base sur mon informaticien qui est une société externe. Et puis après, pour les différents autres services, c'est les discussions de savoir ce qui se fait, puis de s'intéresser à ce genre de conférences pour des gens qui sont des béotiens comme moi. Répondre aussi d'une autre manière, les certifications, les normes donnent déjà un bon niveau de la sécurité. À la fin, c'est la configuration, c'est l'implémentation globale d'un système qui donne la sécurité. Ce qui fait que même si vous achetez des équipements qui sont certifiés, ça ne veut pas dire que la manière dont vous l'avez implémenté est correcte. Et donc pour ça, le seul moyen est en effet de faire un certain nombre de validations, peut-être aussi de limiter la diversité des équipements pour éviter des nouveaux risques, de vraiment comprendre, connaître son système. Vous avez aussi posé la question sur est-ce que ça ne va pas trop vite? Oui, les choses vont vite. Il y a une évolution qui est impressionnante et ça va continuer, ça va s'accélérer. Je pense que notamment avec le Covid, les entreprises se numérisent de plus en plus. Donc ça, je pense, c'est inévitable. Et il y a des nouvelles technologies. On parle beaucoup de la 5G, évidemment. La 5G va apporter une connectivité. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi, bien sûr, LoRa, Sigfox, qui va apporter une connectivité et tout ce qui nous entoure va être connecté de plus en plus surtout aussi pour optimiser les coûts et mieux contrôler ce qui se passe. J'aimerais peut-être juste encore rajouter une dernière chose. Je pense que le business va toujours gagner. Enfin, ça ne sert à rien d'essayer, en tant que sécurité, d'essayer de se battre contre le business. Et le business va venir si le cloud, c'est la tendance, si le cloud, c'est moins cher, si le cloud, quand il y a le Covid, tous mes gens ils peuvent continuer à travailler. Le business va clairement pousser ça, les gens vont utiliser ça, etc. Donc, la sécurité ne doit pas travailler à contre-courant. Par contre, elle doit travailler en fonction des risques auxquels sont exposées la société. C'est clair, si on est une société nouveau dans l'armement, c'est quand même une situation très extrême. Des risques parce que les pirates auxquels on fait face, c'est quand même des États, quoi. Donc, il y a des armées derrière. Donc, à ce niveau-là, ils ont des moyens, pas infinis, mais presque. Par contre, une société, on voit de plus en plus au niveau des banques. Maintenant, il y a la transition vers le cloud qui se fait quand même gentiment. Malgré tout, au départ, ils étaient tous complètement contre. Et petit à petit, on voit évoluer la situation là-dessus. Donc, les responsables sécurité, les responsables informatiques doivent être on top du sujet. Et je pense qu'il est important au niveau du cloud, par exemple, c'est d'avoir des bons architectes. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui mettent en place des solutions cloud, mais qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Et donc, du coup, on se retrouve à avoir des tonnes de données qui sont exposées sur Internet sans protection parce qu'il n'y a pas cette compétence. Donc, c'est plutôt de s'appuyer sur des bons partenaires ou des bonnes compétences en interne et puis d'être capable de gérer ça. J'étais responsable sécurité du groupe Kudelski avant. Quand M. Kudelski est venu avec son iPad qui était tout neuf, qu'il a reçu directement de Apple, la politique, c'était on ne connecte pas d'équipements non corporate sur le réseau d'entreprise. Au final, on a tous des iPhones maintenant dans nos mains, etc. Donc, on peut essayer de se battre contre, au final, les tendances, si c'est des tendances qui sont dans qui fonctionnent bien et tout, on n'aura pas le choix de les adopter. Je pense que c'est important pour les entreprises d'anticiper au maximum ça
plutôt que d'essayer de se battre contre et d'essayer de bloquer des choses, parce que même si on se bat contre, ils vont trouver des moyens pour les utiliser quand même de manière détournée. Et puis une dernière chose par rapport à ce que j'observe aussi sur l'évolution des dirigeants. Il n'y a pas longtemps, les gens à qui on présentait nos services, les risques et la valeur aussi, parce que ce n'est pas qu'une question de risque aussi. Comment est-ce que la sécurité peut optimiser les choses, économiser de l'énergie, enfin voilà, il y a beaucoup de nouvelles choses qu'on peut faire qui peuvent être faites grâce à la sécurité. Donc les dirigeants disaient, mais les problèmes, ça arrive aux autres, ça ne va pas m'arriver. Comme vous disiez avant, je suis une petite entreprise, pourquoi est-ce que quelqu'un va s'intéresser à essayer de m'extorquer un peu d'argent? Ben oui, les hackers, ils vont essayer d'extorquer peut-être $5 000, mais s'ils le font 1000 fois, ben ça fait évidemment beaucoup. Après, il y a une évolution, c'est-à-dire que les gens à qui je parlais commençaient à dire, j'ai bien compris, on voit une chose qui se passe aussi dans la presse, sur Internet, j'ai bien compris que ça pouvait m'arriver et qu'il faut faire quelque chose, mais premièrement, je ne sais pas trop quoi, et puis surtout, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas de budget pour ça. Et puis, depuis à peu près maintenant une année et demie, on observe un changement. De plus en plus, les entreprises arrivent en disant j'ai un besoin, je commence à comprendre le besoin parce que j'ai eu des formations et j'ai un peu de budget pour adresser la sécurité. Donc voilà, ça c'était peut-être le message à tous les dirigeants qui sont là aujourd'hui, c'est voilà, est-ce que vous avez prévu du budget pour ça, pour l'année prochaine, pour le futur? Si je peux ajouter un point aussi sur cette question qui est très vaste, hein, très importante, et on pourrait, je crois, consacrer le reste de l'heure à essayer d'y répondre sans vraiment trouver une réponse bien précise. Il faut reconnaître que la sécurité, c'est un sujet qui est aride, hein. Quand on rentre un petit peu dans le détail, là, on a tous fait des présentations courtes d'1 quart d'heure, 20 minutes, donc on est parti, on est resté sur les choses un petit peu visibles, mais quand on creuse un petit peu, bah, on arrive tout de suite sur des choses qui ne sont pas forcément rigolotes. Mais en fait, l'objectif de la sécurité, pour qu'une sécurité soit bonne, il faut qu'elle soit pas visible. Il ne faut pas qu'on en parle. Il ne faut pas qu'on en parle du côté utilisateur. L'utilisateur n'est pas amené à rentrer ses mots de passe toutes les 30 secondes sur quelque application qu'il aille, ou il n'a pas besoin d'avoir un petit carnet à côté de lui où il note tous ses mots de passe parce qu'il ne se rappelle plus que sur l'application c'était ça et tout ça. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut qu'elle soit bonne aussi dans le sens où il n'y a pas de fuite de données, il n'y a pas d'attaque qui arrive jusqu'à l'entreprise. Donc, après, la question va se poser de dire, bon, bah voilà, on a investi de l'argent sur la sécurité et puis il ne se passe rien, quoi. On n'a jamais d'attaque, tout ça. Est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'argent sur la sécurité? Donc, où trouver le curseur de dire, bah, j'investis tant, j'investis sur des services, sur des procédures, sur des outils. Est-ce que c'est vraiment valable? Alors, il y a quand même des bons outils, hein. Eric, dans ce qu'il a montré tout à l'heure, c'était intéressant. Il était capable de dire, bah, sur la période de temps, j'ai eu 30 000 tentatives de connexion, 30 000 attaques. Donc, on arrive quand même à avoir une certaine visibilité sur le type d'attaques qui vont arriver. Et pour sensibiliser, parce que c'était effectivement le point clé, ben, en fait, le risque, il est à la fois financier, comme ça a été décrit, il est aussi sur la réputation. Une entreprise qui s'est fait pirater, où on dit, bah, les gars, excusez-moi, j'ai mon fichier client, 100 000 noms qui sont partis dans la nature avec vos numéros de sécurité sociale, vos adresses, bah, c'est un sacré problème. Surtout qu'avec la loi, la GDPR, maintenant, au niveau européen, et l'ensemble des gens qui nous écoutent, j'imagine, interviennent au niveau européen, ils sont soumis à ça, bah, elle impose de publier je crois que c'est dans les 5 jours, une press release disant, bah voilà, on a été victime d'une attaque, donc la réputation, c'est quand même un sujet qui doit permettre d'augmenter la sensibilité et l'intérêt sur la question de la sécurité. Oui, moi je voulais aussi brièvement intervenir, si tu me permets, Delphine, concernant un petit retour d'expérience et puis comment sensibiliser, hein. Nous, avec le label CyberSafe, on s'est dit qu'un point important, comme ça a été dit, la cybersécurité, c'est un sujet aride. Et puis la plupart des patrons de PME qu'on rencontre, ben, ça peut les intéresser pour une discussion autour d'un verre, mais pas plus que ça. Donc ce qu'on a tenté de faire, c'est finalement de traduire la cybersécurité en francs suisses. Parce qu'un dirigeant de PME, quand on lui parle de francs suisses, ça attire tout de suite plus son attention. Et ce qu'on essaye de faire pour les sensibiliser, c'est de traduire finalement le montant des impacts potentiels d'une cyberattaque en francs suisses pour presque
précisément permettre un calcul un peu coût-bénéfice. Quand ils se rendent compte qu'ils peuvent perdre 100 000 francs alors qu'en investissant quelques milliers de francs, finalement, ils pourraient se protéger, généralement, ça peut créer un déclic. Et puis, dans le cadre de la création de confiance, trouver des prestataires de confiance, on a eu comme retour d'expérience finalement de PME que beaucoup se lancent finalement dans le label pour avoir une évaluation indépendante de leur niveau de cybersécurité et puis qu'ils ne soient pas justement dépendantes de leurs prestataires IT. Souvent, ce qui se passe, c'est que dans nos expériences, en tout cas, la PME ne sait pas si les conseils de son prestataire sont uniquement liés ou ont pour but de faire du chiffre d'affaires ou bien si c'est vraiment des bonnes pratiques en matière de cybersécurité puis que c'est nécessaire. Et puis là, notre association se positionne un peu en tant qu'évaluation neutre puis indépendante puisque les exigences ont été définies par tout un ensemble de parties prenantes représentant notamment les PME. Et souvent, le retour qu'on a des PME, c'est justement d'avoir eu cette possibilité d'évaluer leurs prestataires, puisqu'ils savent où ils en sont au niveau cybersécurité, et puis on leur donne aussi une feuille de route qui leur permet de choisir où investir en matière de cybersécurité, que ce soit au niveau des compétences humaines, de l'infrastructure IT ou des mesures organisationnelles. Donc voilà un peu pour le retour d'expérience du côté de CyberSafe. Merci beaucoup. On parlait du coût en France-Suisse, c'est vrai que ça parle tout de suite aux dirigeants. C'est vrai qu'il y a aussi la probabilité qu'une attaque puisse être faite qui doit être prise en compte. C'est ce qui est fait dans les analyses de menaces, justement. Je pense que c'est vraiment la première chose à se faire, c'est de se poser la question de qui pourrait avoir un objectif. Quel serait l'objectif et quelle serait l'intention des adversaires? Quels sont ces adversaires? On a tous l'impression que c'est un petit hacker avec un capuchon noir qui est caché derrière un VPN dans un pays de l'Est ou ailleurs. En fait, c'est peut-être votre concurrent, c'est peut-être des scripts automatiques, c'est peut-être… il y a un certain nombre d'acteurs potentiels et parfois on est surpris de voir qu'il y aurait un intérêt. Et je pense que c'est ça qui est important de faire, ce qui permet en fait de faire une sorte de cartographie des risques et puis de prendre les plus grands risques. D'abord ceux qui sont vraiment impactants avec une grande probabilité d'occurrence. Je sais qu'il est difficile de donner des coûts, des budgets aux PME, mais est-ce qu'on arrive à avoir un peu une base si je suis une PME, je dois me lancer justement dans la mise en place de tout ce système de sécurité informatique, sécurisation des données. On le fait à travers d'audits. Quelle est un petit peu l'échelle des coûts d'une mise en place d'une bonne sécurisation des données dans une petite et moyenne entreprise? Écoutez, moi, je peux faire un premier tour sur nos expériences. C'est qu'en général, on a remarqué qu'on avait comme coût, finalement, c'est surtout des coûts humains. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prendre le temps de se mettre autour de la table, de réfléchir à ces risques et de les identifier, comme ça vient d'être dit, et puis de mettre en place des mesures organisationnelles qui permettront de se relever au plus vite en cas d'attaque, identifier quelles sont mes données les plus importantes, quels sont mes systèmes les plus importants. Et voilà, jusqu'à présent, nous, dans toutes les organisations qu'on a eues dans le processus de labellisation, il n'y en a pas une qui a dû sortir 100 000 francs pour acheter un nouveau serveur ou du hardware. Par contre, toutes, quasiment, ont dû se mettre autour de la table pour définir un plan de reprise, un disaster recovery plan, identifier quelles étaient les données clés, ce genre de choses. Donc, c'est souvent plus du temps de l'organisation et de la mise à l'agenda du sujet, finalement, au niveau le plus haut, que voilà, des grosses factures de prestataires IT. Ça, c'est notre tour. Je pense qu'il y a un truc, si je peux ajouter quelque chose. La chose, moi, qui me frappe toujours, c'est qu'on doit se dire que on doit sécuriser nos données les plus importantes. Et la vraie question, en fait, qu'on doit se poser aussi, c'est pourquoi on en a autant, qu'est-ce qu'on en fait, et pourquoi on continue à en générer autant qui finalement ne servent à strictement rien. Je vous donne un exemple que je donne tout le temps. Quand je suis arrivé, les ressources humaines prenaient une semaine pour calculer un fichier Excel tiré de l'ERP, des cartes de pointage de présence, pour voir qui était là et quand, et c'était envoyé à la direction. Et puis, donc, je me suis levé et je suis allé demander aux 5 personnes qui recevaient ce message, est-ce qu'ils le lisaient? Donc, personne ne le lisait. Voilà, c'est pour ça que je disais en termes de boutade, sortez les stocks de votre ERP et allez voir si ça correspond à la réalité physique.
Je pense qu'il y a aussi une autre piste que nous, on a prise chez Kugler, c'est de dire arrêtons de générer des trucs qui ne servent à rien, de faire des usines à gaz pour faire de la donnée qui sert strictement à rien du tout. Parce que c'est aussi une manière plus simple de se dire bon ben voilà, finalement j'ai peut-être, je sais pas, j'ai n'importe quoi, certains programmes sur des machines CN, là on sait que c'est très important, donc on les a isolés sur un endroit ailleurs du réseau, et puis basta, le reste on peut se débrouiller, il y a encore le papier qui va très bien. Je pense que c'est aussi, je comprends cette notion cette approche par le prisme informatique, mais en termes philosophiques, vous allez voir une entreprise, enfin une chaîne de production Toyota, il n'y a pas des écrans partout, il n'y a pas des robots partout, il y a des petites cartes avec des petites feuilles jaunes, rouges et des choses comme ça, gérées de manière extrêmement simple. Donc, ça va un peu au-delà de la discussion aujourd'hui sur la gestion des données. Mais moi, sincèrement, qui vole mes données sur mon stock de charbon de bois que j'utilise dans les fours de fusion, ils peuvent le prendre, ça leur servira à pas grand-chose. Donc, je pense qu'il y a un axe qui, moi aussi, me semble intéressant, c'est de se dire, d'abord, qu'est-ce qui est stratégique et ce qui ne l'est pas, puis si c'est pas stratégique, pourquoi on le garde? Et d'aller plus loin, juste de se dire, bon, on protège ça, puis le reste, on le laisse au tout venant. Si ça sert à rien, arrêtons-le. Alors là, on sort un peu de la sécurité des données, c'est plutôt la gestion des entreprises, mais je le vois pour l'avoir vécu dans les banques, on gérait des données que personne ne regardait. Je vous parle des entretiens de fin d'année par les ressources humaines avec des rapports et des machins, des trucs qui finalement servaient à pas grand-chose. C'était stocké dans les ressources humaines et en fait, personne ne les utilisait, c'était hyper sécurisé, mais ça servait à rien. Donc, alors ça va un peu en dehors du sujet d'aujourd'hui, mais finalement, on en revient sur effectivement, qu'est-ce que je dois générer comme données qui me servent à quelque chose, puis tout le reste, on arrête. On arrête. Donc, c'est comment faire du smart data versus big data. Mais exactement, et moi j'aimais beaucoup la présentation. On avait travaillé aussi sur de l'IoT, il y a une société française dont le nom m'échappe qui fait du processus de données directement sur le capteur. Nous, ça nous intéressait pour des capteurs plutôt que les envoyer à gauche, à droite. Et je pense que ça, c'est ce qui fait le truc. Mais la preuve en est, il y a des entreprises qui vous vendent des logiciels, de la business intelligence, parce qu'il y a tellement de big data en dessous qu'on ne sait pas ce qu'il faut extirper. Et puis, soi-disant, ils vous font des analyses et des synthèses de ce genre de choses, où finalement, à la fin de la journée, les décisions qu'on prend, elles seront peut-être basées sur 4-5 KPI et pas plus. Sinon, c'est une cacophonie infernale. Donc, je pense qu'il y a aussi une réflexion à faire de dire comment est-ce que je récupère de la donnée qui a de la valeur dans ma chaîne plus tard. Mais si elle me sert à rien et que je dois la stocker pour la stocker, on arrête. Benoît Gérard, peut-être que vous voulez rebondir là-dessus, vous qui êtes spécialisé dans les objets connectés, justement. Il y a aussi, bien sûr, des dizaines d'exemples, mais c'est vrai que de collecter les données, de garder les données utiles, c'est une bonne chose. Après, quand on doit sécuriser des données importantes, si on est beaucoup peu, disons, je ne sais pas si ça change beaucoup de choses. La complexité de l'infrastructure, par contre, oui, d'avoir des systèmes peut-être un peu plus simples est peut-être une bonne pratique. Après, ce qui est important, c'est d'avoir des données en effet, qu'on comprend. On a des solutions où on utilise justement de l'intelligence artificielle, où il y a beaucoup de données qui sont collectées. Et en fait, ça permet d'analyser localement des choses et de remonter derrière que des choses pertinentes. Et donc d'éviter d'avoir des gros flux de données. Et voilà. Par contre, toutes ces données, elles doivent être taguées, c'est-à-dire qu'on doit réussir à les classer, etc. Sinon, en effet, on collecte énormément de choses, ça devient brouillon et on ne pourra jamais exploiter ça. Donc l'important, c'est que les données, justement, on comprenne un peu ce qu'on veut en faire, même si on ne connaît pas la stratégie dans le futur, et qu'on ait un peu des tags de données, qu'on sache un peu comment les classer, leur donner des labels, etc. Galina nous l'a dit tout à l'heure dans sa présentation, seulement 6% des données connues sont exploitées. Alors, comment être plus efficace dans la gestion de ces données et puis libérer leur potentiel? Galina Todorova, est-ce que vous voulez vous exprimer là-dessus?
Oui, ben, en fait, Jérôme, il a touché un peu le point. Il y a la partie de segmentation des données. Aujourd'hui, on a beaucoup de données. Bon, on ne va pas arrêter de les générer parce qu'ils sont là. La question, c'est qu'est-ce qu'il faut analyser, qu'est-ce qu'il faut stocker. Donc, vraiment, il faut qu'on fasse une segmentation et sur, il faut qu'on se rende compte de la société où on vit aujourd'hui. Quels sont les cas d'usage? Il faut partir vraiment de cas d'usage concrets. Bah, prenons l'exemple de Jérôme, en fait, la présence des personnes dans l'entreprise, en fait. C'est vrai que c'est quelque chose, quand je pointe, si je suis là, si je ne suis pas là, en général, voilà, on ne regarde pas. Par contre, le cas d'usage Covid, voir qui était dans l'entreprise quand, si un cas se présente, ça peut être intéressant. Donc, il faut vraiment réfléchir de qu'est-ce que j'ai comme données et comment je pourrais l'utiliser dans le moment concret. Si je n'ai pas besoin de le stocker, pas besoin de le sécuriser. Mais il faut garder en tête, il faut penser aux différents cas d'usage. Il faut penser, par exemple, si je prends l'exemple de l'analyse vidéo. On a aujourd'hui des données qui sont produites avec les caméras. C'est souvent utilisé pour la sécurité. Voilà, identifier des personnes qui peuvent présenter un risque avec l'analyse visuelle. Ce qu'on peut faire, ces données, ils sont là. Ils sont là. Et on a des experts qui peuvent vous aider à les utiliser différemment. On peut les utiliser pour la sécurité. Dans un environnement, par exemple, retail, on peut se dire, bah, dans un centre commercial, voilà, de toute façon, j'ai les caméras, je regarde qui est là, qui fait quoi. Mais je peux aussi regarder quels sont les endroits les plus visités dans une boutique pour mettre en tête de gondole un produit qui est récent. Donc, ça peut être en cas d'usage, justement pour renforcer le côté business plutôt que la partie sécurité. Dans un cas d'usage sur l'aéroport, ça peut être pour aider à désengorger les allées. Donc, il y a plusieurs cas d'usage qui peuvent être intéressants. Et la partie, c'est de se poser la question, qu'est-ce que j'ai comme données? Qu'est-ce qui est le plus urgent à traiter avec les informations que j'ai? Et voilà, où on va aujourd'hui? Est-ce que j'ai un intérêt business à le regarder ou pas? Et voilà, il faut vraiment partir par les cas d'usage. Merci beaucoup, Kalina. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur la gestion de ces données, comment les sécuriser? Peut-être un petit mot, j'espère que vous m'entendez, Delphine. Et puis aussi, j'ai vu qu'il y a Yannick, alors c'est Alliance Robert, fan commerce. Oui, alors en fait, au niveau des données, pour effectivement, clairement, c'est l'approche, c'est d'avoir un business case, c'est d'avoir un use case, de permettre effectivement d'utiliser les données. Alors en général, on commence avec peu de données, on augmente si ça donne des résultats, et puis d'être submergé de données. Il y avait le big data qu'on a tous connu, etc. C'est un peu du hype aussi qui est un petit peu en train de disparaître dans le sens que on essaie de faire des choses intelligemment, comme d'ailleurs sur le edge computing. Moi, j'ai une petite question un peu à tout le monde, parce que c'est un peu un sujet avec Yannick, justement, on a eu la chance d'aller aux États-Unis puis de voir le ForcePoint qui commence à pas espionner, mais à modéliser avec de l'intelligence artificielle les employés. Alors, ça nous a posé un petit souci, évidemment, quelque part. Puis j'aurais voulu savoir si HP, bon, on sait qu'au niveau sécurité, c'est un des problèmes, évidemment, central, c'est les personnes elles-mêmes. Donc, alors, d'où l'idée de cette entreprise, effectivement, de modéliser les personnes. Est-ce que HPE est aussi dans cette mouvance ou dans cette direction-là, et peut-être est-ce d'autres aussi, est-ce que chez Kudelski, c'est quelque chose qui commence à se faire et qui commence à peut-être à nous inquiéter aussi. Voilà. Alors, peut-être côté Kudelski, donc effectivement, il y a une nouvelle technologie qui s'appelle User Behavior Analysis, qui consiste à modéliser le comportement d'un utilisateur pour essayer de détecter un compte qui pourrait être compromis ou des comportements anormaux d'utilisateurs. À ce jour, c'est une technologie qui est extrêmement jeune, qui génère vraiment beaucoup de fausses alertes.
Donc au niveau maturité, on est quand même très très loin de ce qui est vendu, je dirais, dans le cadre de ces solutions-là, que ce soit sur différents systèmes. C'est un peu ce qu'on peut dire. Après, ce type de solution travaille sur de l'alerting, c'est-à-dire que basé sur des données de je me connecte sur cet ordinateur depuis tel pays et autres, est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà vu dans le passé et autres? Cette solution-là ne vise pas à stocker ces données de manière permanente pour pouvoir les exploiter derrière. Donc, c'est du temps réel avec des modèles qui sont créés au fil de l'eau pour être capable de détecter des comportements anormaux. Donc l'approche d'un point de vue sécuritaire est intéressante parce qu'effectivement, comment détecter un comportement anormal d'un utilisateur, ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. Après, ça peut être intrusif si on stocke les données. Si on ne stocke pas les données, je pense que c'est quelque chose d'acceptable, étant donné qu'il n'y a pas de résilience de tout ce qui a été fait par tous les utilisateurs. Au final, ce que vous avez sur votre téléphone, ce que vous avez quand vous allez sur Google Maps, vous êtes tracé en permanence partout, au privé également. Pour l'instant, c'est quelque chose qui, en général, est toléré par les gens. Parce qu'eux, ils font du vrai traçage, par contre, et du vrai profilage. Si je peux répondre pour le côté HP, donc nous, notre métier, c'est de fournir de l'infrastructure, hein, c'est pas de fournir des solutions qui vont d'analyse en fait. Hein. Nous, on fournit vraiment la capacité de stockage, la capacité de traitement, et le traitement, c'est vraiment le point clé. Donc, on ne va pas avoir de solution spécifique sur ces sujets-là. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que faisant régulièrement du benchmark de performance, donc une entreprise veut tester une application sur un serveur, ils viennent chez nous, on fait des tests. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les serveurs que l'on vend, et même sans parler de très très grosses machines qui coûtent des prix astronomiques, ont une capacité de calcul qui est énorme. Donc les modèles que vous décrivez, ça va être quoi? Ça a été dit brièvement, c'est on va avoir un ensemble de données, on va avoir un pattern spécifique, on va comparer avec l'ensemble de données, on va voir si c'est divergent ou si c'est adapté. Si c'est divergent, on va lever des alertes. Donc aujourd'hui, les machines qu'on vend, elles ont la capacité de faire ça. Et il n'y a pas besoin d'investir 30 millions de dollars pour avoir une telle machine. Si vous me permettez une digression, par rapport au fait de publier des informations, par rapport à laisser les données intrusives, ou laisser nos données personnelles être captées par d'autres personnes, moi, il y a un truc qui, à titre personnel, me fait un petit peu peur. C'est, vous savez, c'est ces enceintes connectées qu'on met à la maison, où on va demander, je vais en citer une, celle que je connais, puisque c'est mes voisins, ils l'ont, Alexa, donne-moi la météo, Alexa, donne-moi ci, donne-moi ça. Vous avez quand même un outil qui écoute en permanence chez vous, et quand vous dites à votre épouse ou à votre mari, tiens, prends ma carte bleue, le code c'est ça, achète ci, il y a quand même une enceinte qui l'écoute, quoi. Hein. Donc après, on en revient toujours au même point. La sécurité, c'est effectivement de la technologie, c'est effectivement des outils, mais c'est aussi de l'humain. Et c'est aussi comment on fait pour avoir nous-mêmes, tous autant qu'on est, des comportements où on se dit, attention, ça peut-être que je ne le laisse pas rentrer chez moi ou je ne le laisse pas rentrer dans mon entreprise parce que je ne sais pas où ça va derrière. Quoi. Moi, je voulais juste rebondir aussi sur ça, parce que c'est une question éthique aussi et philosophique. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que Ernst & Young, EY, chaque année, publie le reporting du portrait robot du fraudeur. Vous l'avez sûrement tous vu, ce reporting. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est qu'il a 55 ans, il est blond aux yeux bleus. Donc, c'est tout le monde. Donc, déjà là, je ne suis pas sûr que ce soit très efficace. La deuxième chose aussi en termes techniques, c'est que de facto, et on peut faire référence au dopage, ils ont toujours un coup d'avance. Donc, en plus, Piaget a dit l'intelligence, ce n'est pas ce que l'on sait, mais qu'on fait quand on ne sait pas. De faire des algorithmes sur le passé qui vont trouver des patterns dans des comportements, par définition, l'escroc ou celui qui va détourner ça, il ne va pas faire la même, donc il va détourner ça. Donc moi, j'y crois absolument pas. Je pense qu'on pourra bien sûr découvrir des cas et ça va réduire le nombre de fraudes ou ce genre de choses. Il y a une société à Yverdon, dont le nom m'échappe d'ailleurs, qui travaille avec des banques centrales pour essayer de trouver les patterns dans les transferts bancaires. Mais je pense que c'est illusoire. Alors, c'est des entreprises
après, c'est aux responsables d'entreprise philosophique, parce que si vous partez du principe que vos employés sont tous des fraudeurs et qu'il faut tous les surveiller, alors là, c'est un peu une autre question philosophique, c'est pas à moi d'y répondre. Mais encore une fois, je pense qu'il est illusoire de penser, regardez le dopage dans le vélo. Regardez le dopage dans le vélo, on en parlait avant aussi, c'est qu'une question de moyens. Donc, celui qui veut frauder dans votre entreprise, il fera bien évidemment un truc qui est nouveau, qui n'était pas dans les algorithmes de ce qui a été fait par le passé, et il y arrivera de toute façon, parce que l'esprit humain, il est encore un petit peu plus futé que les algorithmes. Donc, oui, ça marchera, il y aura des entrepreneurs qui vont le faire, et puis après, ils seront obligés, enfin, j'imagine que l'employé doit être au courant qu'il y a des logiciels qui surveillent. J'imagine, hein, c'est comme quand on met des caméras, c'est obligatoire. Et après, ça reviendra en fait à l'employé de se sentir à l'aise. Alors chacun, je laisserai juger chacun, de se dire, je vais dans une entreprise dont on pense par défaut que je vais essayer de frauder. Donc ça, c'est une question plutôt philosophique, managériale. Moi, j'ai ma réponse, mais c'est à chacun de la donner. Donc oui, ça existera et ça existe déjà. Hein. On me dit que Bruno souhaite s'exprimer, en tout cas, partager son expérience, s'exprimer. Je lui laisse la parole. Oui, bonjour, bonjour à tous. Moi, j'avais un retour un petit peu une vision, une conclusion par rapport à tout ce que j'ai entendu. Je suis conseiller numérique, donc je suis un peu dans le domaine aussi. Je suis toujours assez surpris de présentations de la sorte, surtout venant de grandes entreprises comme HP, où j'ai l'impression que quand on présente des solutions très techniques et tout ça, on va prendre une pelleteuse pour ouvrir une boîte de conserve. Donc, ça me surprend beaucoup. Et je suis quand même assez content de voir que les retours d'expérience montrent toujours une chose qui n'est malheureusement pas gérée de la même manière, et qui est de dire qu'il faut toujours traiter le facteur humain. J'ai entendu dernièrement une expression qui est une abréviation qui s'appelle PFH, qui résume tout à fait ce qu'il faut, c'est le putain de facteur humain, quoi. C'est de dire qu'on ne forme pas assez les gens, et je dirais même plus, d'aller plus loin, de développer une sorte d'instinct du numérique, quelque chose qu'on a dans la nature, qui existe chez l'homme, par rapport à des dangers, des situations plus à risque, que les personnes ont appris, mais dans l'ère que l'on a actuellement, ça n'a pas encore été développé. Il n'y a pas de label ou autre chose, il y a plein de certifications, que j'en connais par cœur, je suis aussi auditeur ISO 27001, qui sont bien pour cadrer les choses au niveau sécurité, au niveau système, au niveau automatisation et autres. Il n'y a rien au niveau humain. Il n'y a pas de label, de formation, de choses qui disent cette personne connaît ça, sait le gérer. Il n'y a rien du tout actuellement. Alors, je suis content de voir qu'il y a des associations qui commencent à gérer des choses comme ça. Je vais regarder ça de plus près parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais je suis toujours surpris dans ce genre d'intervention, dans ce genre de conférence, que la solution miracle est toujours axée sur plus de matériel, plus de logiciels, plus d'intelligence artificielle et autre chose, quoi. Voilà. Merci. Oui, effectivement, c'est comment matérialiser cette cité numérique. Est-ce que quelqu'un a des choses à ajouter? Non, mais je crois que, en fait, pour rebondir sur ce que disait monsieur, je crois que moi, je ne suis pas sociologue, mais il y a un truc qui me fascine, et la sécurité informatique, c'est la même chose. Effectivement, si vous regardez le comportement des vélos et des cyclistes dans la vie de tous les jours, ils portent des gants, ils ont tous des casques, ils ont des lumières dans tous les sens, on dirait des sapins de Noël. 100% des vélos brûlent les feux rouges. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis conscient de mourir, donc je mets un casque, mais je vais brûler un feu rouge et me faire. Et en fait, ce que dit Bruno, c'est exactement ça. C'est comment est-ce qu'on s'assure? Parce qu'il y a un côté aussi de dire ah bah tiens, j'ai du matériel top notch, c'est bon, je risque strictement rien. Et moi le premier, et la fraude UBS, c'était exactement ça. C'est que sûr de moi, j'ai filé mes codes, erreur monumentale. Et je pense que c'est là où on doit travailler. Et c'est pas des ressources humaines de faire ça, c'est de la psychiatrie, de dire
on sait qu'il y a un risque, mais comment les gens en ont conscience. Et je peux vous dire qu'en termes d'expérience, pour avoir des machines et des fours qui sont à 1300 degrés, il m'a fallu 5 ans pour que les gens appliquent les règles de sécurité. Donc, sur de l'informatique qui est immatérielle, et comme le disait la personne de Kudelski, on pense que c'est un Russe qui est dans un fin fond de son truc, mais ça peut être la boîte d'en face. Comment leur faire comprendre et leur matérialiser, donc ce sera peut-être le sujet d'une prochaine conférence, c'est comment faire matérialiser, parce qu'on peut les former, mais en fait c'est intangible. Et c'est comme celui qui met les photos de son fils en maillot de bain sur les réseaux sociaux, on ne se rend pas compte de ce qu'il y a derrière. Et c'est ça qui est dramatique. Et je ne sais pas comment faire, donc il faut que des gens se positionnent là-dessus. On fait des formations sur le harcèlement sexuel et moral, des formations sur le respect des genres et ce genre de choses. Mais effectivement, sur le risque, ça fait rire. D'ailleurs, dans une soirée, vous dites, oui, on s'est fait attaquer, on a été hacké par des gens vont dire, ouais, mais c'est dans les films. Et en fait, malheureusement, il y a une méconnaissance et de la part des employés, pour certains, ça ne leur parle pas du tout, alors qu'ils mettent un casque pour aller à vélo, puis qu'ils ont des phares et qu'ils font très attention. Voilà. Aidez-moi. Je crois qu'il y a déjà aussi des formations qui sont… excusez-moi. Je crois qu'il y a déjà des sensibilisations qui sont faites dans beaucoup d'entreprises et même dans les écoles. Après, on ne peut pas éviter le facteur humain. C'est comme quand vous faites sauter une bombe avec des bons cadeaux dans un centre commercial. Malgré qu'on soit en pleine pandémie, les gens se ruent pour aller prendre ces bons cadeaux et prennent des risques. Pourtant, tout le monde les connaît. J'aurais aimé juste ajouter répondre à ce qui a été dit sur l'humain qui n'est pas assez humain. Je pense que ce matin, on a eu des présentations très techniques, mais je pense que chacun d'entre vous avait évoqué ce facteur humain en disant les outils, c'est quelque chose, mais il faut savoir les utiliser, il faut des processus. Donc, cette dimension est apparue, moi, je trouve très fortement. Moi, je suis convaincue que ce sont les processus qui vont faire, la qualité des processus qui va faire progresser la sécurité et pas seulement les outils, même si les outils sont importants. Mais la qualité des processus et l'organisation, comme ça a été dit plusieurs fois, elles sont clés. Oui, je suis assez d'accord sur la chose, mais les choses ont été évoquées en disant c'est une expérience, c'est pas un produit qui est mis en avant. Par exemple, HP parle de tests qui sont faits en interne pour leurs employés, mais ce n'est pas les solutions qui sont vendues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de labels ou de choses reconnues qui sont proposées pour faire de la gestion de la compétence ou de la connaissance des personnes. Dans l'utilisation, dans la gestion du risque, dans l'utilisation des outils numériques. C'est vraiment un bon point. Moi, je trouve ça très intéressant aussi. Le HPE, en tant que constructeur, va par contre participer à vraiment des unités de recherche pour créer non pas un label, etc., mais pour répondre à des normes et ne pas le faire chacun de son côté. Souvent, ce qui a été fait, c'est que chaque entreprise invente quelque chose et il n'y a aucun effort de standardisation. Donc, c'est vrai qu'on ne va pas nécessairement proposer l'humain. Par contre, de plus en plus, on s'associe avec beaucoup d'entreprises pour essayer d'aller vers une sorte de standardisation qui peut aussi apporter des réponses à ce genre de problématiques. C'est vrai que c'est hyper intéressant. Moi, ça donne envie d'avoir une branche de formation chez nous qui va aider les personnes sur ce thème-là. Moi, j'aimerais aussi réagir pour dire que finalement, on a parlé de l'humain comme maillon faible, mais que c'est aussi souvent le maillon fort parce que c'est à l'humain finalement de mettre ce thème de cybersécurité à l'agenda. Et puis qu'il faut aussi qu'on travaille sur tout l'écosystème. Je pense que la cybersécurité va évidemment pas venir uniquement de matériaux informatiques, d'infrastructures, mais d'un écosystème qui pousse les organisations à aller vers la cybersécurité. Il n'y a qu'à penser en termes d'incendie. On a eu des grands incendies au début du 19e
fin 19e, début 20e, qui ont conduit beaucoup d'États à légiférer, à mettre en place des normes, des obligations. Aujourd'hui, par exemple, dans le canton de Vaud, on a un établissement cantonal d'incendie. Quand est-ce que ça va venir pour la cybersécurité? Est-ce que là-dessus, il ne faut pas aussi travailler sur un écosystème qui pousse justement, qui oblige finalement à une mise à l'agenda? On sait que c'est un risque opérationnel, la cybersécurité. Comment expliquer qu'aujourd'hui, une banque fasse des prêts à des PME sans même se soucier de la question s'ils ont identifié les données les plus importantes ou ce genre de choses? Donc là, il y a un travail à faire, je pense aussi sur le cadre législatif et évidemment aussi au niveau culturel, comme ça a été déjà mentionné. Oui, j'aimerais vous faire un petit retour d'expérience par rapport à des questions justement de labels qui existent. Ce qui est très intéressant, ce qu'a dit Camille, là, je trouve ça serait très bien d'avoir des choses comme ça qui soient développées, mais vraiment standardisées et bien réfléchies et surtout agiles. Moi, je suis contracteur chez Procter & Gamble pour de la gestion de solutions de base de données. J'ai été audité, c'est-à-dire que Procter & Gamble m'a demandé à ce que je sois audité au niveau cybersécurité et ainsi de suite. Ils ont délégué ça à une entreprise qui a fait son propre label, bien sûr, puisque rien n'existe. Et on m'a posé toutes sortes de questions, donc une espèce de questionnaire en ligne, auquel j'ai bien répondu, étant donné que je suis très bien dans la branche et que j'étais très motivé pour le faire. Malheureusement, j'ai dû refuser la deuxième année parce que le truc était carrément hors sujet. C'est-à-dire qu'on me demandait en disant, est-ce que vos données, vous faites quelque chose pour stocker vos données, vos backups à l'extérieur? J'ai dit non, mais attendez, je suis tout seul, mais mes données sont dans le cloud parce que je suis mobile, parce que je suis seul. Voilà. Et je lui dis, mais votre question n'est pas logique. Et donc, ma réponse ne rentrait pas dans la case. Ma réponse était, maintenant, mes backups, je les fais à l'intérieur de mon entreprise, à l'intérieur de mes locaux. Parce que c'est ce qui a du sens. Puisque mes données sont dans le cloud, il faut que je fasse les backups à l'intérieur. Et ça ne rentrait pas dans la case. Donc, j'ai refusé les autres années de participer à cet audit. Voilà, juste un petit retour d'expérience par rapport à des choses qui me semblent décalées par rapport à la réalité. Merci beaucoup et je crois que ce sera le mot de la fin puisque nous arrivons à la fin de cette Industrie Connect. Je vais passer aux remerciements. Donc, merci à tous les intervenants d'avoir été avec nous. Merci à vous, participants, de nous avoir suivis en ligne. Je remercie également chaleureusement l'équipe d'HPE pour leur accueil, leur soutien, pour nous avoir permis d'organiser virtuellement cet événement. Et surtout, Sandrine et Michael d'Alpacity pour l'organisation de cet événement. Je vous souhaite à tous un bon appétit, une belle après-midi et puis surtout, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci, c'était super bien. Bravo. Merci.